J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Frédéric Janin, ancien directeur des infrastructures critiques de la Banque Postale et aujourd'hui conseiller stratégique en cybersécurité. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, premièrement, on pourrait revenir sur les événements qui ont touché le groupe La Poste, au-delà de la Banque Postale, entre Noël et Jour de l'An en France, et expliquer à nos auditeurs, quels qu'ils soient partout dans le monde, comment cet événement a affecté le groupe La Banque Postale. Alors effectivement, on a eu deux vagues distinctes de DDoS assez massives. La première juste avant Noël et la deuxième entre Noël et le jour de l'an, qui ont affecté en fait tous les services opérés par le groupe La Poste. Alors juste une petite parenthèse, le groupe La Poste, c'est le plus gros employeur privé de France, avec 250 000 personnes et un panel de services qui sont notamment des délégations de services publics en fait de l'État français. Donc on a évidemment l'activité historique du groupe La Poste qui est la distribution de colis et de courriers. Là c'est j'ai envie de dire assez classique. On a également une activité banque et assurance via la Banque Postale et CNP Assurance. Et on a une activité assez importante d'identité numérique et de coffre-fort numérique via DocaPost. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que cette attaque DDoS, un petit peu hors des proportions habituelles, a impacté l'intégralité des services qui étaient exposés sur Internet et des API publics. Donc concrètement, comment est-ce que ça s'est traduit pour les utilisateurs? Tout simplement par l'impossibilité ou la très grande difficulté d'accès aux services web, des problématiques également de distribution de courrier et de colis, et c'est vrai que c'était très impactant juste avant les fêtes. Et dans certains cas, dans pas mal de bureaux de poste ou de guichets de la Banque Postale, par un retour au papier-crayon qui, lui, n'était pas impacté par le DDoS. Donc concrètement, un seuil d'attaque supérieur au mécanisme de protection que la Banque Postale possédait et que le groupe La Poste possédait, mais effectivement, des seuils jamais vus, très difficiles à anticiper. Oui, tout à fait. Alors le DDoS, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de quasiment quotidien au sein du groupe La Poste. C'est des choses qu'on sait gérer de manière assez routinière, j'ai envie de dire maintenant. On a vu quelques pics d'activité lors d'événements internationaux assez marquants. Je pense notamment à l'invasion de l'Ukraine ou aux Jeux Olympiques, où on a eu des pics d'activité de DDoS. On était, sans rentrer dans des détails techniques, à des millions de requêtes secondes, parfois, ce qui est significatif, mais pas hors de proportion. Avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines, on était à des milliards de requêtes par seconde. Et là, on a effectivement dépassé tous les taux qu'on pouvait anticiper. Donc, quelles sont les leçons apprises que les organisations peuvent tirer de cet événement pour justement essayer de l'anticiper? Alors, premièrement, c'est effectivement très difficile d'anticiper des volumétries de ce type, puisque on n'est pas sur des volumétries que peuvent se permettre les groupes cybercriminels auxquels on est habitué à faire face. On est probablement à un niveau étatique. Ça, c'est mon analyse, mais il y a une enquête en cours qui pourra le confirmer ou l'infirmer. En tout cas, on est sur des moyens vraiment exceptionnels. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on est totalement impuissant face à ce type d'attaque. Ce qui est très important, c'est de préparer ces équipes, évidemment, à la gestion de crise, à la communication de crise vis-à-vis de vos utilisateurs finaux. Ça, c'est absolument fondamental de ne pas les laisser dans le noir. Aujourd'hui, un utilisateur final est capable d'entendre qu'il y a un problème informatique, qu'il y a une attaque, que le service va être rétabli. Et ce qui est important là, en l'occurrence, c'est de rassurer l'utilisateur, puisqu'on était face à une incapacité de rendre un service, mais on n'a pas de compromission du SI ni d'exfiltration de données. Donc ça, c'est fondamental en fait de mettre l'accent sur « Ok, ça marche pas très bien, les équipes sont mobilisées pour réparer, mais vous inquiétez pas, vos données sont en sécurité et le SI est préservé. » Donc la partie communication et anticipation est clé. Comment les banques aujourd'hui, dans
dans l'écosystème européen sont en train aussi d'anticiper cette résilience dans leur secteur et dans leur industrie. Puisque ce qu'on comprend avec l'événement du groupe La Poste, c'est que finalement, il y a une vraie mécanique de supervision et de pilotage des risques pour amener cette maturité en termes de résilience. Tout à fait. Alors, les banques, historiquement, ont toujours été exposées à des fraudes et à des attaques, largement avant l'explosion de la cybersécurité, même avant l'informatisation. Mais effectivement, les banques sont, enfin, le secteur financier au sens large, pas seulement les banques, mais j'inclus également les infrastructures de marché et les assureurs, sont probablement les plus matures, le secteur le plus mature en termes de gestion du risque, puisqu'on a au sein de chacune des banques en fait des filières risques à part. On a des filières d'audit interne à part, qui sont même en dehors de la hiérarchie pour s'assurer un degré d'autonomie assez important. Et on a aussi une somme de réglementation assez invraisemblable en termes de, alors évidemment, de process très métier, de résilience financière, mais de cybersécurité de plus en plus. En France, on est évidemment passé par la LPM, qui a permis de confirmer, donc loi de programmation militaire, qui a permis de confirmer que tous les fondamentaux étaient bien là. Et aujourd'hui, on s'axe de plus en plus sur la résilience et la sécurisation de la supply chain avec DORA, qui est la nouvelle réglementation européenne qui a été validée depuis 1 an aujourd'hui, enfin qui est entrée en activité depuis 1 an, c'était décembre l'année dernière, oui, tout à fait. Quels sont les exemples concrets, par exemple, qu'on pourrait voir mis en œuvre pour augmenter cette résilience si jamais les organisations voulaient se baser sur des bonnes pratiques que les secteurs financiers a pu mettre en œuvre? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'une cyberattaque qui réussit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, passe dans 80% des cas par des prestataires. C'est-à-dire qu'on est vraiment au niveau de la supply chain, à savoir un acteur externe à votre entreprise qui, pour une raison ou pour une autre, a un accès privilégié. Ça peut être un administrateur externe, ça peut être un prestataire qui va avoir accès à vos systèmes, mais qui n'a pas forcément le même niveau d'exigence en termes de sécurité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos employés. Donc je crois que vraiment aujourd'hui, si vous avez mis en place les fondamentaux, il faut impérativement s'intéresser à la supply chain au sens large, puisque c'est par là que passe une attaque qui réussit dans 80% des cas. Quelles seraient vos recommandations pour mettre en place un mécanisme de pilotage des risques à tous les paliers de l'organisation pour s'assurer que le monitoring de ces enjeux soit bien réalisé? Alors le pilotage des risques, effectivement, c'est un vrai enjeu. Si on prend le cas des banques, le risque cyber, par exemple, est un risque systémique. Donc traduction, il peut faire sauter la banque et c'est probablement celui qui inquiète le plus nos dirigeants aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de le mettre en visibilité régulière du board. Ça veut dire probablement avoir un CISO qui siège à ce board et qui est capable d'expliquer à quel point la contribution de la cybersécurité va contribuer à la stratégie de l'entreprise et à sa résilience. Excellent. Espérons que ce sont des exemples qui vont être suivis par toutes les industries, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que ce risque cybersécurité s'étend au-delà des infrastructures financières, mais effectivement, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec l'année 2026 qui commence très fort, risque effectivement de perturber l'ensemble des acteurs mondiaux. Merci Frédéric pour ces éclairages, très appréciés, et on vous retrouve peut-être bientôt pour des mises à jour. Merci à tous. Avec plaisir.